Nous sommes en l'an 4025. Pour des raisons obscures, l'humanité actuelle a perdu toute trace de tout ce qui précède les années 3000. Voilà plusieurs mois que les archéologues s'échinent à fouiller ce site particulier, dont les rumeurs disent qu'il contiendrait des artefacts datant des années 1980 à 2020. Malgré les conditions difficiles, le travail ne s'arrête jamais, tant le sentiment d'une découverte capitale sur notre passé fragmenté grise les chercheurs. Ce jour-là, une chercheuse tombe sur quelque chose de très étrange. Après des mois et des mois d'analyse, de recoupement de sources, la chercheuse nomme sa découverte le fossile type de l'homme ouin-ouin. La découverte ébranle le monde. Avec ce fossile, les hypothèses majeures sur les hommes du passé se retrouvent discréditées, les unes après les autres. Ils ne seraient donc pas ces hommes engagés, non violents, empathiques et solidaires qu'on décrit depuis des décennies avec admiration. Non, à la lumière de cette découverte, les hommes moyens de cette époque auraient été tout l'inverse. Des êtres masculins réactionnaires, toujours prêts à pointer du doigt les autres, odieux et ridicules à la fois, reconnaissables à leurs complaintes victimaires. Deux camps s'affrontent face à ce nouveau paradigme, les tensions montent jusqu'à l'embrasement. Bientôt, c'est la guerre civile, jusqu'à l'extinction complète de ce qui reste de l'humanité. Le fossile de l'homme ouin-ouin aurait-il mieux fait de n'être jamais découvert? Le nom, le visage et la coupe de cheveux de Frédéric Beigbeder ne vous sont sûrement pas inconnus. Il est l'auteur de 99 francs. Bon, ça date un peu, mais souvent, c'est avec ce livre qu'on le replace. Ce livre, qui a été ensuite adapté en film, a fait grand bruit. Le narrateur est Octave Parango, un avatar de Beigbeder, un homme qui travaille dans le monde publicitaire et nous en dévoile tous les dessous toxiques. Littéralement toxiques, puisque les drogues et l'alcool y sont monnaie courante. Suite à la publication de ce livre, Beigbeder est licencié par l'agence de pub qu'il employait, réalisant alors le rêve de son double littéraire « J'écris ce livre pour me faire virer ». Depuis cette entrée dans le monde littéraire de l'époque qui s'est frotté les mains à l'idée d'avoir un nouvel enfant terrible, irrévérencieux, Beigbeder est partout. Il a publié 13 romans, des essais, il a écrit moult préfaces, 2 de ses livres ont été adaptés au cinéma, il a été éditeur chez Flammarion, il préside des prix littéraires, il édite des revues, il a été dans moultes émissions de TV et de radio, et il est allé jusqu'à la consécration médiatique. Il a tenu une chronique dans la matinale de France Inter. Mais Frédéric Beigbeder n'est pas arrivé de nulle part dans un mouvement d'esbrouf à choquer le bourgeois par son livre. Il est lui-même un grand bourgeois. Ses ancêtres sont issus de l'aristocratie. Son frère est Charles Beigbeder, un financier, un homme d'affaires qui a fondé plusieurs sociétés. Il est issu de l'élite qu'on appelle germano-pratin. Ce sont les fils et les filles de familles influentes, la classe dominante, qui évolue dans des quartiers prisés de la capitale et des alentours, qui se connaissent, qui participent à des rallyes et qui protègent tous ensemble leurs intérêts de classe. Raphaël partage sa vie entre Paris et la Belgique, et comme sa sœur Antoinette, il est membre d'un rallye. Ce soir, Raphaël est convié à un dîner dansant, donné au château de Vogelzang, chez le baron et la baronne de Villenfein de Vogelzang. Chevalier François de Menten de Horn. Aucune surprise, la plupart des écrivains ont toujours été issus des classes dominantes. Beigbeder et ses amis avaient déjà une réputation d'enfants terribles au sein de ce monde qui lie le bottin mondain. Ils ont fondé le Cacas Club avec sa bande de copains de l'époque, anacronyme qui veut dire le club des analphabètes cons mais attachants, et ils organisaient des soirées qui tranchent un petit peu justement avec les rallyes rangés et procéduriers. Je me souviens d'un bal Tchernobyl en 1986, juste après la catastrophe nucléaire, où 200 invités sont venus en combinaison de protection anti-atomique ou défigurés au latex. Si vous n'aviez pas reçu l'invitation, eh bien, bienvenue, vous êtes, sans le savoir ou en le sachant, avec moi, à l'Association des Ploucs de France. Ah oui, parce que je sais pas pourquoi certains tiennent absolument à m'imaginer en bourgeoise parisienne. Franchement, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, expliquez-moi où trouver un peu de fortune et de privilèges générationnels, s'il vous plaît, parce que je détesterais l'idée de vous décevoir.
J'ai conscience des débats sur la prononciation du nom Beigbeder. Et je vais prononcer Beigbeder, je vais énerver des gens qui viennent du Béarn. Je le sais. Que voulez-vous ? Après tout, si je fais une vidéo sans mal prononcer un nom propre, est-ce vraiment une vidéo qu'est-ce qu'on lit ? C'est un peu ma brand image. Je dois vous avouer un point que j'ai en commun avec Beigbeder, Houellebecq et une partie de cette clique contemporaine. J'ai un amour tout particulier pour l'esthétique décadente, celle qui a beaucoup marqué la fin du 19e siècle. L'auteur principal auquel je pense est Huysmans, notamment son roman À rebours. Huysmans met en scène des héros aigris, reclus, des aristocrates qui s'opposent à la modernité et à la vie réelle, lui préférant le factice, jusqu'à pour certains en perdre la raison. Ce sont des non-histoires, il y a peu de choses qui se passent, le tout dans une langue foisonnante de mots oubliés et inventés qui donnent à son style une patine reconnaissable entre toutes. Bon, l'esthétique décadentiste a aussi beaucoup influencé et encore aujourd'hui nourri les discours réactionnaires. Fin du XXe siècle oblige, beaucoup d'écrivains actuels ont tenté une réactualisation de cette esthétique. Tentative qui me laisse au mieux dubitative. Mais revenons à Freddy. Freddy se revendique décadentiste. Il blague beaucoup sur la fin du monde, il nous souhaite un bon apocalypse à tous. Voici tout ce que j'écris depuis 30 ans. La vie est invivable, le désir toujours insatisfait, l'amour une escroquerie, le bonheur impossible, le capitalisme une machine à tout détruire. Le présent une apocalypse et le futur inexistant. Ces profondeurs vous guérissent de votre complexe d'imposteur, ça, c'est sûr. Son esthétique est celle des lieux des privilégiés qu'il cite sans fin pour que nous, la plèbe, nous sachions qu'il est un homme très important. Il prêche la fête sans modération, avec drogue, alcool et la recherche d'un état second qui n'en finit pas. Il valorise le fait d'être un cancre, un fainéant et critique toute personne qui veut bien faire son métier, mais aussi tout homme qui trouve le bonheur dans la vie familiale. Des gens sérieux aimants, plutôt des gros losers, et pourquoi pas en termes de vision du monde. Sauf que toute personne qui ne partage pas cette vision, pour le moins limitée, est forcément un aigri, un rageux, un jaloux. Comme un de ces personnages qui est une pâle copie de Nicolas Demorand, l'animateur de France Inter. Puissant ça, dit Nathan, peut-être vexé. Il n'a pas dû, ou pu, mettre les pieds dans une boîte de nuit depuis 5 ans. Loser. Ces mesquineries dignes d'une cour de récré ne trompent personne. Ces personnages n'émeuvent pas et pire, à la lecture de ces livres, il est clair que cet homme qui vit des mots depuis toujours n'a absolument rien à dire. J'ai été consternée par ma lecture de ces confessions d'un hétérosexuel il y a 2 ans. Et plus j'en partageais les extraits sur Instagram, plus j'entendais certains me dire que non mais ses premiers romans, notamment 99 francs, ceux-là sont bons. Donc je suis allée lire 99 francs et L'homme qui pleure de rire par souci de représentativité. Souci qui va finir par me passer, vu les navets que je me suis auto-infligés. Voici donc le résumé de 99 francs. Octave Parango bosse en agence de pub, il prend des drogues. Il est en réunion avec un client, Madone, pour Danone. Il déteste le client qui ne comprend pas sa vision créatrice. Sa vision, c'est faire une pub où des bimbos parlent comme des philosophes. Voilà. Il compare son client à un nazi, il se met à saigner du nez tellement il a sniffé juste avant, il met du sang partout dans les toilettes et écrit des insanités sur les murs avec son sang. Sa copine lui annonce le soir qu'elle est enceinte de lui et lui il dit « non merci, très peu pour moi ». Quand une fille apprend à son mec qu'elle attend un enfant, la question que se pose immédiatement le mec n'est pas « est-ce que je veux cet enfant ?» mais est-ce que je reste avec cette fille ? Lui et ses collègues préparent la publicité pour Danone. Ils se moquent du jargon du monde de la publicité et c'est peut-être le seul chapitre ok du livre selon moi. Il part faire une cure de détox car son chef lui dit qu'il a vraiment un problème avec la drogue. Suite à la cure, il part directement en séminaire avec son agence au Sénégal. Ils vont tourner la fameuse pub à Miami et avec ses collègues, ils s'en prennent à une petite mamie, la séquestrent chez elle et finissent par la tuer. Le chef d'Octave est mort au Sénégal, donc
Octave prend un petit peu de ses cendres qu'il sniffe en hommage. À la cérémonie des prix de la pub, il couche avec la top modèle qu'il avait recommandée pour la pub Madone. Avec son équipe, il gagne le prix et au moment de monter sur l'estrade, ils se font arrêter par la police pour le meurtre de la vieille femme. Octave est donc en prison pour 10 ans. On apprend que son chef n'était pas mort, mais il avait mis sa mort en scène car il avait détourné des fonds de l'agence. Il est aussi en couple avec la copine d'Octave, celle qui est enceinte, et ensemble ils se sont réfugiés sur une île où toutes les célébrités qui ont mis en scène leur mort se retrouvent. Grandiose. Un extrait au hasard pour que vous puissiez comprendre ce que je vous ai épargné. Octave s'endort devant un film avec Tom Hanks. Plus qu'un acteur, un somnifère. Il rêve d'une séance de shooting aux Bahamas où il inspecte de ses doigts épilée et dégoulinante de Vanessa Lorenzo et Heidi Klum. Et maintenant, l'homme qui pleure de rire. On retrouve Octave qui maintenant est chroniqueur sur France Publique. Il fait une mauvaise chronique car il a fait la noce la veille, il n'a pas de texte. Voilà, c'est une catastrophe en direct, il est remercié immédiatement par la chaîne. On va donc remonter le temps pour suivre quelle a été cette soirée dérive d'Octave la veille de 19h à 5, 6, 7h du matin. Il est au bar du Fouquet's et il se fait aborder par une certaine Marine. Il va au Crazy Horse où se produit une danseuse, une femme mariée qu'il convoite. Il y a des émeutes de gilets jaunes partout dans Paris. Enfin, pardon, les gilets fluo, car il ne faudrait pas être trop évident non plus. Au milieu de sa performance, sa copine danseuse annonce une grève des danseuses du Crazy Horse. Octave essaye d'aller la voir en loge, il ne peut pas, il va donc dans une boîte. Il y rencontre une femme à l'arc, il prend des drogues, ils vont ensuite dans un autre club. Il va encore dans un autre club avec une autre fille, ensuite il est dans une voiture qui roule vers le 16e arrondissement et se retrouve dans un appartement de gens qu'il ne connaît pas. Sa fille adulte, celle qui est franco-russe, lui apprend qu'il va être grand-père alors qu'il est dans la voiture dans un taxi. Au petit matin, vers 5-6 heures, il prend une chambre d'hôtel à l'hôtel du Berry et il fait un rêve porno et un malaise, bon, c'est pas très clair. C'est le matin, il se réveille et à la radio, grâce à sa chronique, le cannabis est dépénalisé en France. Frédéric Beigbeder écrit mal. Il ne sait pas écrire de la fiction, il ne produit que des logorées interminables remplis de citations, de name-dropping. Il ne se passe rien, absolument rien de substance dans ses livres, ce qui n'est pas grave, mais le style est mauvais, confus, d'un autocentrisme affligeant. La tragédie de Beigbeder, c'est que finalement, ces névroses ne sont pas dignes d'intérêt, elles sont éculées et elles sont jamais drôles, malgré toutes ces tentatives. Oui, parce qu'il a postulé pour l'Académie française. Gênant, mais gênant. La spécialité de Beigbeder est de mettre en relation des éléments qui n'ont aucun rapport entre eux et de les présenter comme le fruit de son intelligence supérieure qui perçoit la société avec acuité. Révélation qui va vous surprendre, il n'y a rien qui va. J'ai choisi un exemple que je trouve très révélateur. Le premier chapitre de ses confessions s'appelle « Moi aussi, je suis une victime ». On sait déjà qu'on va être dans du bon goût, mais dans du bon goût. Dans ce chapitre, Beigbeder parle d'une tragédie personnelle. Sa maison du Pays Basque, à Guétari, a été taguée en pleine nuit en 2018 de phrases comme « Ici vit un violeur » et quelques autres. Les vandales nocturnes ont dû déplacer la poussette du bébé et enjamber une bouée en forme de dauphin bleu pour barbouiller de peinture acrylique notre maison pleine d'enfants endormis. Il utilise volontairement un lexique démesuré, car il a besoin qu'on ressente de l'empathie pour lui et sa villa. Il se lâche, c'est un terrorisme pictural, il doit nettoyer ses obscénités, sont des inscriptions ignobles. Mon domicile a été agressé par des terroristes d'enfants pendant la nuit. Une maison défigurée par des drippings haineux ne leur a pas suffi. Les enfants découvrent des coulées de haine peinturlurées sur leur maison et pleurent de peur. C'est une agression. Non, non.
On ne peut pas agresser une maison, Freddy. Non. Je ne suis pas totalement insensible au fait que oui, c'est désagréable, c'est choquant d'avoir sa maison vandalisée. Mais à l'aune des violences qui existent en France, je pense que c'est assez bas dans la liste. Ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit de s'en plaindre, c'est juste que c'est démesuré. Apparemment, un des tags faisait référence au fait qu'il a signé le manifeste des 343 salauds. Une tribune de gens qui se sont insurgés contre une proposition de loi qui voulait mettre des amendes aux clients de travailleurs du sexe. Puis, dans une grande confusion, il se lance dans une diatribe en faveur de l'art libre qui pourrait dire toutes les horreurs contre l'art justement aseptisé, l'art qu'il appelle celui des moralistes qui ne donnent que des livres feel good. Il n'y a aucun rapport entre les tags de sa maison et ça. Il s'insurge contre un problème qu'il crée lui-même de toutes pièces, parce qu'il pense que c'est ça que revendiqueraient les personnes qui s'en sont prises à sa maison. Si vous estimez que la littérature ne doit être écrite que par des saints, et qu'aucun roman ne doit décrire des actes illicites, je vous propose d'en discuter calmement, sans déverser du purin sur mon paillasson, ni me poignarder dans les yeux, comme c'est arrivé à Salman Rushdie en 2022. Qui a dit ça ? Pourquoi convoquer Salman Rushdie dont la situation n'a absolument rien de comparable avec la sienne ? Pour pouvoir parler comme un homme persécuté, menacé, ce qu'il n'est absolument pas. Mais Bekbede n'a peur de rien et défend courageusement l'art dans un combat dont nul n'était au courant qu'il avait lieu. Il est tout seul sur le champ de bataille et il s'invente des ennemis, mais qu'il combat avec un héroïsme grandiose. Il faut donc que l'art puisse tout dépeindre. Les miracles, comme les monstruosités, la sainteté, comme les péchés. Waouh, 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 waouh. Quelle audace de pensée, quelle manière originale de l'exprimer. Je suis ébobie, terrassée par la puissance de cet esprit supérieur et subtil. Pol Pot a sincèrement essayé de rendre les hommes plus purs en exterminant les porteurs de lunettes. 1,7 million de morts plus tard, la poésie khmère n'a pas énormément progressé. Et il y a toujours des Cambodgiens myopes. Et si vous pensiez que c'est déjà un beau tas de bouse, accrochez-vous bien et bouchez-vous le nez. Ne pourrissez plus ce qui me reste de vie pour avoir soutenu les revendications de mes amis pro-sexe. Au début, je pensais qu'on était dans l'exemplification de la mauvaise foi, avec ces liens absurdes de causalité et conséquences qui sont créés, avec des choses qui n'ont aucun rapport, qui sont mises dans un même argument, sans jamais expliquer les sauts logiques béants. Mais maintenant, je crois qu'il s'agit plutôt d'une absence de pensée complexe. Car l'inverse de la pensée complexe, ce n'est pas la pensée simplifiée, c'est la pensée confuse, volontairement confuse. Le bon goût, c'est quand Frédéric Becbédé et Le Figaro décident de publier une une intitulée « Vive les hommes » le 7 mars 2025, la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Un jour, je ferai une vidéo sur les rhétoriques antiféministes. En attendant, contentons-nous des cases cochées par Becbédé. S'il donne l'impression de concéder certains défauts aux hommes qui se comporteraient parfois comme des salauds et qui ont l'affreux penchant de trop aimer les femmes, ce n'est que pour mieux dédouaner ses compatriotes de genre. L'homme de 2025 doit chercher un juste milieu entre les masculinistes forcenés qui trouvent désopilant de faire des saluts nazis et les apôtres de la cancel culture qui voudront brûler ce magazine à sa publication. Il se positionne comme au-dessus des divergences dont il choisit de dessiner un spectre très caricatural. D'un côté, les néo-nazis, dont il minimise l'idéologie violente, ce ne sont que des mauvais blagueurs après tout, et de l'autre, des féministes qui, hypothétiquement, seulement dans son esprit, iraient brûler ce magazine car elles ne seraient pas d'accord. Becbédé se dit féministe. Bah oui, après tout, il a 2 filles. Bientôt, il va nous dire qu'il est féministe car il a les cheveux longs. Mais il nous dit dans le même temps qu'on devrait ériger des monuments à la gloire des pères qui n'ont pas abandonné leur enfant et qui font la vaisselle. Non, pardon, qui vident le lave-vaisselle. Selon lui, le MeToo des femmes a permis le MeToo des hommes. Il cite comme preuve les affaires récentes de Notre-Dame de Bétharram et les témoignages toujours plus nombreux de sévices qui ont été vécus dans les établissements catholiques.
Comme si les victimes n'avaient été que des hommes, de un, et même si c'était le cas, quelle odieuse manière de mettre en regard les souffrances, comme si les souffrances des femmes et des hommes devaient être comparées et mesurées, comme si elles étaient en concurrence. Le problème, selon lui, ce sont les féministes qui s'accaparent le monopole des souffrances, alors que ce sont les premières à dénoncer les violences systémiques et structurelles de nos sociétés, notamment sur les enfants. Beigbeder se fait aussi le combattant de ce qu'il appelle la délation sur les réseaux sociaux qui, avec lui, ont vraiment tous les torts. Jusque dans ses livres, il invente des situations qui n'existent pas. Il fomente ce qu'on appelle des paniques morales. Et si j'en portais un maintenant, craqueriez-vous? La vendeuse perd instantanément son sourire et brandit son iPad connecté à la Wi-Fi. Voulez-vous que je prévienne 1. La direction du magasin, 2. Le commissariat de police, ou 3. Twitter directement, que vous êtes en train de m'importuner? Ça n'a jamais eu lieu, ça n'aura jamais lieu. Et puis n'en déplaise à Freddy et à tous les autres, ces prises de parole qu'il appelle délation ne contreviennent à aucun moment à ce fameux état de droit qu'il ne convoque que quand c'est pour discréditer des comportements qu'il n'aime pas. Dire ce qu'on a vécu, témoigner publiquement, tombe sous la même liberté d'expression qui lui permet d'écrire ses chroniques et ses livres. C'est une manière très insidieuse aussi de dire « vos prises de parole ne sont pas légitimes, elles ne sont pas entendables dans cet espace ». Les expériences des victimes, selon Beigbeder, devraient être circonscrites à des espaces clos, loin de ses yeux, de ses oreilles, seulement dans les cours de justice. Mais quels sont les espaces d'expression dont disposent les victimes anonymes, ceux qui n'ont pas le luxe d'avoir des unes dans les journaux les plus lus de France? C'est une volonté insidieuse de cacher ses paroles pour son propre confort personnel. Quant au patriarcat, ce mot m'a toujours fait sourire. Quel patriarcat? Ma génération ne sait pas ce que c'est. Les papas sont tous partis de chez eux. Il n'y a pas de père non divorcé dans les années 1970. Il est où, le fameux patriarcat dont les féministes me rebattent les oreilles? J'ai été éduquée par une mère célibataire qui travaillait pour nourrir ses 2 fils. Je n'ai d'autre modèle familial qu'une femme seule et on m'explique qu'il faut vaincre le patriarcat. Non mais je rêve! Heureusement que les femmes avaient du pouvoir dans mon enfance. Sinon, j'aurais fini à la rue. Il y est presque, non, c'est triste de se dire à quel point il est proche, mais non, c'est trop loin pour lui. Et c'est triste pour lui de décrire un effet du patriarcat, mais d'échouer lamentablement à le comprendre. Je rappelle aussi que sa mère, Christine de Chasténière de La Roche-Posay, prononciation à revoir, était traductrice, que ses parents ont divorcé quand il avait 5 ans, et 4 ans après leur divorce, sa mère s'est remise en couple avec Pierre Richard de Soultré. Et très bien pour elle, hein. Mais allez dire, sinon j'aurais fini à la rue. On serait pas un poil dans l'exagération quand même? Freddy se dit du côté des victimes, mais il déteste qu'on ne reconnaisse pas son propre statut de victime. Victime d'avoir dû s'excuser pour un comportement passé. J'ai dû m'excuser en 2022 pour une conversation ayant peut-être eu lieu dans un couloir des éditions Flammarion en novembre 2003. J'aurais alors explosé de rire quand cette personne m'a confié avoir été victime d'une tentative de viol. En supposant que la conversation imprimée dans l'IB ait vraiment eu lieu, la victime d'une agression ne s'exprimait sûrement pas, en 2003, avec la même clarté ni la même gravité qu'elle le fait en 2022. D'où ma possible réaction frivole, si elle a existé. Blâmer la victime qui aurait mal expliqué, c'est dégueulasse. Il se comporte comme si devoir s'excuser, c'était une grave offense. Comment on peut vivre sa vie sans capacité d'écoute, sans remise en question personnelle? D'autant plus quand on écrit que sur soi. Il pousse l'affront jusqu'à revendiquer qu'on lui décerne une couronne de laurier pour avoir dénoncé, et toujours selon lui, les violences sexistes et sexuelles dans son ouvrage 99 francs, un ouvrage dont on ignorait qu'il était précurseur à MeToo. J'ai fait un autre livre qui dénonce les violences sexistes dans le milieu du mannequinat. J'ai fait un livre qui parle des oligarques russes qui se font rabattre des filles mineures pour les violer. Donc tout ça, je l'ai fait dans les années 2000, c'est-à-dire 15 ans avant MeToo.
Pourquoi est-ce que j'ai pas une médaille de combattant antisexiste? Il y a bien une phrase dans tout le livre sur le milieu de la publicité. Vanne inadmissible, agression injuste, harcèlement sexuel et guéguerre de pouvoir. Tout est permis, comme dans vos plus affreux souvenirs de cours de récréation. Voilà. Ces violences sont comparées à l'ambiance d'une cour de récréation, certainement pas dénoncée comme il le prétend, surtout dans ce livre où dans ses fantasmes de publicité, on a des passages comme celui-là. Dans le public, une vieille duchesse s'évanouit, un barbu portant des lunettes de soleil sur le veston de son voisin de devant. Une jeune fille de 12 ans, une glace en forme de phallus en se caressant l'entrejambe. Packshot avec une pluie de pièces de monnaie sur le corps nu d'une adolescente thaïlandaise. Signature en surimpression écran, allez droit au but, jouissez dans une... Et on va me dire que je tombe dans le panneau de ces satires, mais si j'ai bien une conviction après avoir lu tant de ses écrits, c'est que cet homme est incapable de second degré. Après tout, il croit avoir solutionné les violences faites aux femmes. Comme ça. Qu'il soit homo ou hétéro n'y change rien. Un homme doit aimer une femme. Un homme sans femme n'est pas un homme. Il lui faut une épouse, une amoureuse ou une meilleure amie, ne serait-ce que pour connaître l'autre moitié du monde. Si chaque terrien s'occupait chaque jour d'atténuer la souffrance d'une terrienne, ne pensez-vous pas que le monde serait nettement plus habitable? Et si on était tous gentils, les uns avec les autres, ce serait quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux. Frédéric Beigbeder a 2 obsessions. Il ne s'en cache pas, il ne s'en est jamais caché. D'ailleurs, il ne sait écrire que sur ça. Ces 2 obsessions sont la cocaïne et le sexe. Voilà les méandres de cet esprit torturé qui, depuis 1997, nous fait lire sa prose. Et puisque c'est son problème à lui en tant qu'individu, c'est forcément généralisable à tous les individus de genre masculin. Car Beigbeder ne peut pas tolérer, ne peut pas imaginer ne pas être un modèle. Il n'est pas un homme parmi les hommes, il est l'homme. Il essentialise ce lieu commun pourtant éculé, comme quoi les hommes seraient programmés pour vouloir, c'est dans leur nature profonde. Tous des salauds ? Non, mais nous sommes des bêtes, c'est vrai, et nous en souffrons autant que les femmes. Nous souffrons d'être programmés pour vous vouloir. Les pauvres âmes masculines hétérosexuelles devraient être affligées de ce portrait qu'il dépeint. Jamais, à aucun moment, la femme n'est considérée comme un être humain à part entière dans ses délires écrits. Ce n'est jamais qu'un corps, un réceptacle de la sexualité des hommes. Le seul moment où un hétérosexuel peut s'exprimer sincèrement devant une femme, c'est dans les minutes qui suivent son éjaculation. Le reste est du baratin pour voir vos seins. Si je réalisais mon désir, je serais tout le temps tout nu dans la rue, en train de me frotter sur des inconnus comme un caniche. Et l'idiot du village de continuer à déclamer que le désir hétéro est aussi une pluie de pétales de rose sous vos pieds nus. Mais on est transporté d'ardeur face à la puissance de l'imagination, terrassé par la force de cette image que nous n'avions jamais vue auparavant, et qui fait de la femme une créature si étrange. Et dans un même souffle, il insiste à de multiples reprises sur le danger que les hommes présentent. Mais attention, à leur corps défendant, car non, ils pensent seulement à nous agresser. Ils se contiennent. Mais on a de la chance, dis donc. Oui, la peur de la prison ferme retient les hommes d'agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. Pourtant, nous ne sommes pas des monstres. C'est un miracle quotidien que davantage de femmes ne soient pas victimes d'agressions sexuelles. Nous devons nous masturber constamment pour ne pas basculer dans la folie criminelle. L'érection masculine est un enfer portatif. Désolé, les hétéros sont fous de vous. S'il n'y avait rien pour nous limiter, on se ferait toute la journée par des femmes. Le problème, bien sûr, ce ne sont que des rares psychopathes. Quelques monstres égarés. J'ai une chance. C'est que mon désir est incompatible avec le viol. Ce qu'il oublie volontairement de dire, ce qu'il ne cite
jamais, c'est qu'il a été reçu en entretien à la police pour une plainte déposée à son encontre pour viol. Il n'a pas été innocenté, comme toujours ces hommes aiment à le rappeler, mais la police a considéré que le dossier était trop faible pour être porté devant la justice, comme c'est très, très souvent le cas pour ce type d'affaires. D'autres témoignages ont d'ailleurs été publiés sur les réseaux sociaux et corroborés par les journalistes de Mediapart. Ici, on croit les victimes, on les soutient. On a rarement vu un homme autant dans l'auto-apitoiement que Frédéric Beigbeder. Il veut être compris, accepté et excusé pour qui il est. Déjà, sans, de 1, comprendre ou accepter les autres qui pensent différemment de lui, et de 2, sans concéder pour autant le moindre de ses privilèges. Je veux bien m'agenouiller et demander pardon, mais pour quel crime? Celui d'être né moi? Je demande une solidarité entre victimes de la société. Il semble reconnaître ses privilèges. Je symbolise le patriarcat et la colonisation jusque dans mes gènes. J'ai profité de mes privilèges du mâle blanc du 9-2 durant mes 50 premières années, de manière éhontée. En fait, non, tout compte fait, il ne s'est pas senti privilégié en grandissant. Ou alors, seulement d'avoir eu une bibliothèque. J'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai essayé de pondre des livres, des articles, des films, des émissions. Je ne pense pas avoir été particulièrement privilégié. Mais Père Bourdieu a sans doute raison. Peut-être ai-je profité de la bibliothèque familiale sans le savoir. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à plaire, à épater les gens, nous cherchons à nous amuser, c'est tout. Non, mais non. C'est tout. Et je bois par l'oreille pour le coup. Frédéric, il y a une erreur. Puis-je intervenir? Pour la première fois en Europe, je bois par l'oreille. Frédéric, il y a une erreur. Oui, c'est pas Frédéric, truqué. c'est une erreur. Je bois à la santé des pauvres. Les privilèges, c'est avant tout ce qu'on n'a pas eu à vivre. Si lui n'a pas profité de ses privilèges, lui qui a été repéré par Thierry Ardisson alors qu'il organisait les soirées décadentes du Cacas Club et qui a commencé ainsi sa carrière médiatique, alors qui? J'ai l'impression d'être un intellectuel chinois en 1966 quand les gardes rouges ont pris le pouvoir. Je ne cesse de demander pardon avec un bonnet d'âne sur la tête et une pancarte représentant de la bourgeoisie autour du cou. Mais quelque chose me dit que je serai exterminé quand même. Il s'imagine sans cesse persécuté pour qui il est. Et c'est absolument abject car sa persécution à lui n'est que fantasmée. Il faut dire aux minorités ethniques et sexuelles, vous n'avez pas le monopole de la fierté. Il faut cesser de vouloir déconstruire les honnêtes hommes aux vies simples. Il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être un hétéro blanc et chrétien de plus de 50 ans. Pas plus que d'être une transsexuelle, métisse et athée de 20 ans. On s'en fout. Il est tone deaf, comme disent les Anglais, c'est-à-dire il est péniblement ignorant de la réalité des expériences des personnes minorisées. Les personnes transgenres sont visées partout par des lois qui remettent en question leur existence. Elles font partie des personnes les plus à risque de violence, d'exclusion. Simplement dire « on s'en fout », c'est du même niveau que dire « je vois pas les couleurs, on est tous des êtres humains ». S'en foutre, comme il le dit si élégamment, c'est fermer les yeux et accepter les inégalités telles qu'elles sont. Beigbeder est en définitive un mauvais gagnant. Il a une position sociale privilégiée qu'il reconnaît et désavoue dans une éternelle incohérence. Mais toute voix qui est vaguement critique est insupportable à ses oreilles. Et puis, si vous avez un problème avec lui, venez lui en parler de vive voix, comme un bonhomme. Inutile de me dénoncer anonymement sur votre compte digital. Venez me voir en vrai, et on causera autour d'un pornstar, vodka, vanille, fruit de la passion. Moi, ce sera un petit thé vert plutôt. Sa détestation du monde contemporain prend des formes multiples. Son discours est passé d'un terreau fertile pour les réactionnaires en herbe à carrément un champ fleuri du « c'était mieux avant ». Et on peut se dire qu'il est simplement stupide, un peu ignorant, quand dans une chronique de France Inter, il parle des développeurs d'algorithmes comme des geeks à lunettes et à boutons, ou qu'il est simplement misogyne envers les Instagrammeuses. Une nuque gracile ou un parfum fleuri qui peuvent suffire,
bien plus que l'attirail prostitutionnel des Instagrammeuses, trop retouchées et artificiellement lipues. Bon, ça commence à être un petit peu flagrant quand il sombre dans un discours classiste. La notoriété n'était plus une affaire de privilégiés, mais une compétition ouverte à tous. La moindre blogueuse dans sa studette pouvait donner son avis sur la dernière collection Chanel en échange d'un sac gratuit. Les pecnos, vous, à votre place. Parce que c'était quand même vachement mieux avant, quand on était dans notre entre-soi protégé et que on n'avait pas besoin de composer avec vous. Et après, c'est les autres qui sont antidémocratiques. Mais les journalistes sont trop occupés à rire de ses punchlines pour lui demander des comptes sur ses propos pro-militaristes absolument stupides, mais aussi pro-colonisation et carrément racistes. Je ne me sens pas de lire ces citations, donc si vous voulez les lire, libre à vous, elles sont là, elles s'affichent sur l'écran. Vous pouvez juste m'observer, tourner sur ma chaise pendant quelques secondes aussi. Vous savez, il est un peu comme un fruit sur la peau duquel vous voyez un petit peu de pourrissement. Mais vous vous dites, bon, je vais couper la partie pourrie et ça ira. Mais en vérité, si vous voyez quelque chose, c'est que le champignon responsable du pourrissement à l'intérieur est déjà partout dans le fruit. C'est juste que vous ne le voyez pas de manière aussi franche et nette. Il a un discours et des opinions de réactionnaires qui nourrit et se nourrit aussi des fantasmes identitaires et de déclassement. Mais parce que ça vient de lui, c'est comme si c'était pas méchant. Comment on peut le laisser dérouler ces discours qui nourrissent la haine, et ce, toujours avec le sourire? Même sa chronique improvisée, qui était un drame, un fiasco, est un exemple affolant de complaisance. Freddy n'a pas du tout digéré le fiasco qu'a été sa dernière chronique sur France Inter. Enfin, son avant-dernière, car ils ont été vraiment gentils. Ils l'ont fait revenir un mois plus tard pour une ultime prise de parole. Oui, je sais ce que vous vous dites. Freddy gagne du temps. Freddy n'a rien fait. Freddy s'est couché très tard. Vrai. Freddy a peu dormi. Les auditeurs se plaignaient régulièrement de l'indigence de ses chroniques. Lui, il se vantait de faire des spas auditifs pour ne pas avoir à préparer de texte ou le moins possible. Et donc il a écrit un livre entier. Un livre soi-disant satirique où il critique la société qui court à sa perte à chercher à rire perpétuellement et surtout où il critique à tout va sur tous ses anciens collègues de France Inter. Ce livre est mon purgatoire personnel tant il tourne en rond dans un mouvement de lent essoufflement qui semble n'avoir pas d'autre but que de terrasser le lecteur par son inanité. Comme toujours, ce n'est jamais de sa faute. Il voulait contrer la dictature du rire en proposant une chronique vide. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est payé que 250 € la chronique, sans les transports remboursés. Il habite au Pays Basque quand même, il doit faire l'aller-retour une fois par semaine. Il a le bon goût de se plaindre. 250 € pour 3 minutes de chronique. C'est-à-dire que là où il est payé, lui, 250 €, une personne au SMIC aurait touché 47 centimes pour le même temps de travail. Il est donc payé 531 fois, environ, mieux que quelqu'un au SMIC. Cette fois, j'ai fait vérifier mes calculs. Je me fais plus confiance. On le sent dans les échanges, il n'était effectivement pas très bien intégré à l'équipe de la matinale. La fameuse chronique désastreuse m'a choquée avant tout par les réactions des autres. C'est vrai en plus, j'appelle Medellin, oui, avenue Marceau. Et puis, du coup, c'est vrai. Vous êtes réveillé à quelle heure? 5h30, 6h. 5h30, 6h. Oh là là. Une conférence là, hein? Quoi, ça vous intéresse pas? Pardon, amis auditeurs. Oui. Pardon. Ouais. C'était en tout cas la dernière chronique de Frédéric Becbédé. Merci Frédéric. Et suicidé en direct. À bientôt, ici ou ailleurs. Au Medellin, ouais. Si personne ne... Moi, j'ai appris que quand un collègue est en galère, on l'aide. Et puis, c'est pas la première fois qu'il se prenait un petit soufflet. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ce matin, Frédéric? C'est vrai qu'on se demande chaque jeudi ce que vous nous réservez, car non content d'être
assez en forme physiquement, je dois le dire. Vous avez ce don, Frédéric, de surprendre mentalement. On ne sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé avec vous. Et c'est ce qui vous rend d'ailleurs si unique et un peu angoissant tout de même. Vous savez... Il est vrai, Frédéric, que tel est votre sacerdoce. Vous utilisez, Frédéric, l'actualité comme un tremplin pour faire briller l'esprit qui est le vôtre. Et c'est bien simple, je me dis ça chaque jeudi. Avec vous, on dirait que le monde est un prétexte pour exercer une vigilance impertinente qui est typiquement française. Mais, ma foi... Et pendant, force est de constater quand même que vous proposez pas grand-chose de nouveau en termes de pensée véritable. On peut pas dire que votre bilan soit extrêmement brillant sur le plan intellectuel, ni que vous ayez apporté une pierre immense à l'édifice de la chronique radiophonique. Pour avoir écouté un certain nombre de ces chroniques pour préparer cette vidéo, effectivement, ce n'était pas immérité. Mais ça m'interroge. Pourquoi France Inter est venu le chercher en disant qu'il allait apporter quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé faire plus d'1 année de chronique? Même le Figaro, c'est triste qu'il ne puisse pas trouver quelqu'un qui dit des choses un tout petit peu plus intéressantes que Donald Trump et qui il est, car il s'est brimé à l'académie militaire à l'âge de 13 ans. Même après avoir écrit des choses odieuses sur ses anciens collègues de France Inter, Laurence Bloch considère qu'il a encore sa place chez France Inter. Beigbeder est un cancre. Et pire, c'est un cancre médiocre, sans panache ni originalité. Il estime que tout lui est dû sans qu'il ait à fournir le moindre effort, car il a toujours vécu comme ça. Il n'a rien à dire, rien à écrire. Dans ses livres, il recycle péniblement des chapitres qui ont été déjà publiés ailleurs, ou alors il reprend ses chroniques de France Inter. Il cite perpétuellement d'autres auteurs pour avoir l'air cultivé. Enfin, vraiment, les livres de Beigbeder, c'est même plus du circuit court, c'est du circuit fermé tellement l'eau, elle est la même depuis ses débuts. Et pourtant, même celles et ceux qui le considèrent comme digne de peu d'intérêt, lui font une place à leur table dans une hypocrisie de protection des privilèges de leur position sociale. Il est l'un des leurs, il est leur médiocre à eux. Il ne peut pas être excommunié, car cela reviendrait à rendre à tous leur position instable. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt nos places. La retraite étant désormais fixée à 64 ans, je vous lèguerai tout mon pouvoir en 2029. Il n'y a plus à attendre longtemps, les filles. Outre la bêtise confondante de cette phrase, Beigbeder sait très bien qu'il profère un mensonge auquel il ne croit même pas lui-même. Mais ce mensonge donne l'impression que c'est chacun son tour. Il suffit d'avoir de la patience et ensuite, par une magie occulte, les places des Yann Moix, Beigbeder, Houellebecq et autres Neuhoff seront remplacées par tout l'inverse d'eux. On vous promet, ce sera bientôt votre place. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas les représentants d'un vieux monde qui s'accroche, mais qui est face à une mort imminente. Non, ce monde se reproduit, se reconduit, il conserve les places qui sont chères. Beigbeder est un homme influent, on ne peut pas balayer son existence d'un revers de main en disant « Ah, l'histoire oubliera ses mauvais livres ». C'est aujourd'hui qu'il compte, c'est aujourd'hui qu'il prend autant de place, alors que les inégalités de représentation dans le monde du livre et le monde médiatique sont toujours de plus en plus criantes. Beigbeder ne fait pas œuvre artistique, il fait diversion. Il laisse croire que la classe dominante peut encore produire des esprits libres, des intellectuels qui ont une vision du monde autrement singulière que les autres. Mais non, car Frédéric Beigbeder pérore à l'infini en légitimant en tant qu'artiste les positions idéologiques dominantes. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire. Il est un faiseur de spectacles bas de gamme. Et lui qui déteste tant les réseaux sociaux en est pourtant le meilleur exemple pour sa génération. C'est un peu un punchliner à la Bardella. Si l'on prend certaines de ses phrases hors contexte, il peut avoir l'air intelligent. Ou au moins sagace, impertinent. Mais pris dans le contexte, il ne remet pas en question le statu quo. Il le conforte. Il est la moyenne. Il n'est pas idéologiquement le pire ou le plus virulent. Il n'est pas non plus le plus talentueux, qui ferait de l'ombre aux autres. Il n'est pas le plus hargneux sur les plateaux télé. Il n'est pas celui qui peut le plus impressionner par sa culture. Et oui, bien sûr, il sera remplacé et oublié. Mais pas après avoir pris tant d'espace de parole et de pensée, pas après avoir contribué à ce que quelqu'un d'autre, comme lui, prenne sa place. Un autre homme qui sera sans qualité,
un autre artiste qui sera sans œuvre.